Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Sonia et je suis médiatrice et coach en gestion de conflits. Et je vous retrouve chaque semaine pour un nouvel épisode ou bien dans nos meet-up pour justement parler de tout ce qui est autour de la gestion de conflits de façon sans tabou. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un outil que j'utilise énormément qui me permet un peu de jauger la situation dans laquelle je peux me trouver ou la situation dans laquelle mes clients peuvent être en médiation ou en coaching. Cet outil-là, c'est la règle des 90% dont je vais vous parler. J'en ai vite fait parler déjà dans un autre épisode et je vous en reparle aujourd'hui, mais on va parler un peu plus détaillé de grille de conflit, de comprendre dans quelle situation je me retrouve, est-ce que c'est grave ou pas? En gros, c'est un peu ça la question. Donc parfois, on peut rencontrer des gens qui sont, on va dire, hyper conflictuels. Donc on fait une différence entre une dispute parce qu'on n'était pas d'accord sur le film à regarder ou alors quelque chose de bien engrainé, quelque chose qui vient vous chercher là bien dans les tripes, qui vous met mal, qui vous fait ressasser pendant des jours et des jours, voire des mois. Là, on va plutôt être sur quelque chose d'hyper conflictuel. Ce que j'avais déjà dit dans un épisode, c'est que à peu près une personne sur 10 est conflictuelle et donc ou hyper conflictuelle et donc je vous invitais à regarder autour de vous, prenez 10 personnes de votre entourage, personnel, professionnel, amical, familial, peu importe, et regardez si l'une de ces personnes a tendance à être quand même un peu plus conflictuelle que les autres. Ce que j'invite, moi, en tant que médiatrice à faire, c'est évidemment de toujours être un peu vigilant, vigilante avec ces personnes-là qui peuvent vraiment nous pourrir la vie. Et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui était la vidéo sur la vidéo sur le narcissisme, le pervers narcissisme. Et je parlais également des troubles de la personnalité un peu plus en détail. Donc, je disais que justement, la combinaison de troubles de personnalité plus euh, profil hyper conflictuel peut être assez, disons, autant le dire, hein, sans chichi, que ça peut pourrir la vie. Donc, je sais et j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui ont été traînées au tribunal, qui ont été menacées, qui ont été harcelées, qu'on on a ruiné financièrement parce qu'ils ont eu le malheur de devoir faire face à une situation avec une personne qui était hyper conflictuelle et qui n'avait pas les outils pour. Donc voilà, c'est ce qui peut arriver quand on n'est pas bien équipé. Et évidemment, l'exemple que j'ai en tête, c'est le cas d'un homme qui est en plein divorce, qui se retrouve, donc qui a été assigné, assigné quelque part dans le cadre de son travail et qui revient en fait plusieurs mois plus tard, une fois la mission terminée, il revient là où la maison familiale est, donc vers sa femme et ses enfants, sauf que la porte est fermée, la serrure a été changée et que toutes ses affaires ont été vendues. Euh, et en fait, sa femme avait entamé une procédure de divorce et s'était mis avec quelqu'un d'autre. Bon. Et donc, évidemment, bah, il avait plus rien. Donc ça peut déjà, ça peut pour moi, ça rentre dans quelque chose d'assez hyper conflictuel. Un autre exemple auquel je pense que j'ai entendu, c'est un monsieur qui a en fait, qui avait divorcé et qui a fini ruiné parce qu'en fait, sa femme avait fait croire à tout le monde qu'il la battait. Et évidemment, bah, si, le jugement est fait, de comme ceci ou comme cela, disons, on n'a pas plus de détails sur la façon dont l'investigation a été faite. Dans tous les cas, il a un peu fini ruiné, il a tout perdu, et en plus, il avait une ordonnance restrictive, pour les enfants parce que tout le monde, pensait qu'il battait les gens. Donc, voilà. Donc ça, c'est des scénarios hyper conflictuels. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Et heureusement, mais je trouve que de façon tendance, moi je le vois bien, au niveau de l'Amérique du Nord aux États-Unis, la tendance est quand même,
pas mal sur la pente, descendante, en ce qui concerne la gestion de conflits, parce qu'on a de plus en plus de gens qui se font poursuivre en justice. Les tribunaux, ils sont surchargés pour des plaintes, des remboursements qui ont pas été faits, des contrats qui ont pas été respectés, enfin plein de choses. Et donc les gens, au lieu d'essayer de trouver une solution à l'amiable, portent tout de suite plainte et vont en justice. Donc ça, c'est aussi assez extrême. Et donc, je pense assez plutôt hyper conflictuel. Qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un d'hyper conflictuel? Donc, je rappelle que les 4 caractéristiques de l'hyperconflictualité, ça va être notamment la personne qui se préoccupe à blâmer tout le monde, qui a des émotions extrêmes et intenses qui ne sont pas gérées, qui menace également, qui a un comportement menaçant ou qui a une pensée tout ou rien. Le but, évidemment, ça va être de minimiser le contact ou de supprimer, si possible, le contact dès les premiers signes. Donc, je vous renvoie évidemment à ce que je disais également dans la précédente vidéo, comment on repère les mots, les actions, les émotions que la personne peut avoir. Mais évidemment, apprendre à repérer les signes, c'est la base de tout. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être les changements d'humeur soudains et fréquents, des colères soudaines, des mensonges à répétition, une manipulation psychologique ou émotionnelle, une violence physique évidemment aussi. Donc si vous avez, et la liste est non exhaustive évidemment, mais si vous avez l'un de ces caractéristiques-là, un de ces signes-là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille pour en fait minimiser le contact, voire le supprimer si possible. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est émotionnellement impliqué dans l'affaire et donc c'est difficile de soi-même se dire: «OK, là, je coupe le contact». Pas tout le monde n'y arrive. Des fois, c'est même juste pas possible parce que peut-être que vous travaillez avec cette personne. Donc, si vous devez en fait tout le temps, être en contact, alors on va essayer de minimiser les interactions, mais vous n'allez pas, pouvoir supprimer complètement le contact. Donc ça va demander une aide extérieure, une subtilité. Donc ça, repérer les signes conflictuels, c'est quelque chose que je travaille aussi en coaching, que je coach mes clients et mes clientes à faire pour en fait qu'une fois le coaching terminé, il ou elle puisse être autonome dans la gestion de tout ça. Donc on ne peut pas évidemment dire, heu, à quelqu'un qui est hyper conflictuel: «Enfin, bah, tu as un problème, tu as un grain, il faut te faire soigner». Si vous faites ça, vous allez juste empirer les choses, vous allez vous mettre la personne à dos et si c'est une personne hyper conflictuelle, ben, c'est pas, disons, c'est pas ce qui va être bénéfique sur le long terme. Parce que le problème avec quelqu'un d'hyper conflictuel, c'est qu'on sait pas jusqu'où cette personne peut aller. Donc évidemment, si vous dites quelque chose du genre à quelqu'un d'hyper conflictuel: «Faut te faire soigner, tu as un problème, tu es hyper conflictuel», voilà. En fait, cette personne-là va se retourner contre vous. Donc, si vous le savez, si vous le suspectez, tant mieux, protégez-vous-en, mais vous ne pouvez pas dire à cette personne-là qu'elle est, hyper conflictuelle. Quand, hem Évidemment, quand on parle aussi d'outils pour, je parlais de la règle des 90 justement, en introduction. Donc l'une des choses qui va être hyper intéressante à regarder quand on suspecte ce genre de signaux, c'est de signaux conflictuels, c'est aussi de se demander si 90 des gens feraient ça. Est-ce que 90 des gens viendraient m'humilier en public? Est-ce que 90 des gens viendraient me mentir à longueur de temps? Si la réponse est non, eh bien, de nouveau, l'idée, c'est de minimiser le contact, voire de le supprimer. Dans tous les cas, c'est de s'en protéger. On a souvent en tête les bisounours quand on parle de résoudre, une dispute, de résoudre, un conflit. Sauf que moi, en médiation, ce que je vois aussi, bon, déjà, c'est faux, évidemment, parce que et d'ailleurs,
j'aime pas trop j'aime pas trop parler de résolution parce que ce qu'on met derrière le mot résolution, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont se dire: «Bon, c'est résolu quand tout finit bien». Il y en a qui vont dire: «C'est résolu quand, il y a plus de non-dit». Il y en a qui vont dire que c'est résolu quand le contrat est terminé. Donc ça dépend de chacun. En médiation, évidemment, la résolution, c'est pas toujours tout le monde se serre la main, tout le monde se fait la bise, tout va bien. Pas du tout. La plupart des temps, surtout en médiation, dans les entreprises, médiation du travail, ce sont des accords qui sont passés où il est question d'argent, il est question de négociation plus que de, réparation de la relation. À moins que les personnes restent, le contrat subsiste et que les personnes continuent de travailler ensemble, on n'est pas dans une approche, très transformative, mais dans une approche beaucoup plus, brute, on va dire, où la question est juste de savoir, OK, qui donne quoi, qui prend quoi? Et donc, dans le cadre de poursuites en général judiciaires en lien avec les entreprises, c'est souvent la question de savoir qui paye combien et c'est tout. Donc, on n'est pas du tout dans ce truc des bisounours, on s'adore, on s'aime, on se fait la bise, tout va bien, on va prendre un café. Pas du tout. Donc, on s'enlève déjà de l'idée que le conflit, le conflit, il se résout que quand tout le monde se serre la main en étant bien amis. Pas du tout. La résolution, ça peut être aussi une séparation. Ça peut être la signature d'un contrat de divorce. Ça peut être, la rupture de contrat de travail. Ça peut être, la séparation, entre associés. Ça peut être aussi une résolution du conflit, où chacun trouve son compte avec cette solution-là. Évidemment, le ce qui est quand on parle d'hyperconflit, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes, sont ne voient pas du tout, en fait, n'ont pas cette possibilité d'empathie, ne voient pas, en fait, l'intérêt de la relation. Ils voient leur intérêt particulier, leur positionnement, mais pas celui de l'interlocuteur. Donc ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur une personnalité hyper conflictuelle, pourquoi est-ce qu'on veut on dit pourquoi est-ce qu'on conseille, en coaching de gestion de conflit, pourquoi est-ce qu'on conseille de s'en protéger, de minimiser les interactions, voire de les éviter? C'est parce que justement, en fait, sur le long terme, il y a jamais rien qui ressort de bon, et le but, c'est que vous puissiez retirer le meilleur d'une relation. Comme je le dis d'ailleurs sur mon site, hein, vous méritez le meilleur qu'une relation puisse offrir. Donc si d'emblée déjà c'est biaisé parce que la personne n'a pas cette empathie, n'a pas cet intérêt pour l'autre, en fait, dès le début, la relation est biaisée. Donc si vous voulez, la grille des conflits, elle montre donc, ces 2 axes, elle montre en fait mon intérêt et l'intérêt que j'ai pour la relation. Et donc selon où je me situe, dans cette grille-là, je vais pouvoir définir quel comportement j'adopte. Est-ce que j'ai tendance davantage à faire un compromis? Est-ce que j'ai davantage à coopérer? Est-ce que j'ai tendance à davantage éviter ou me sacrifier? Donc ça va tout ça, en fait, ces différents comportements vont dépendre de si vous situez plus avec un intérêt personnel ou est-ce que vous considérez aussi l'intérêt de préserver la relation? Évidemment, alors, je rebondis là-dessus parce que je me souviens en meet-up, la dernière fois, une personne me disait: «Moi, j'aime pas le mot compromis. J'ai l'impression en compromis, il faut toujours, abandonner quelque chose» et c'est pas faux parce que le compromis, typiquement, il se situe au milieu de cette grille où vous êtes à mi-chemin entre votre propre intérêt personnel et l'intérêt que vous avez pour la relation. Donc évidemment, ça veut dire que l'un des 2 perd quelque chose. Hem Où les 2 perdent un petit quelque chose. Maintenant, c'est mieux d'avoir un compromis, j'imagine, que de sacrifier quelque chose. Sauf que, évidemment, en médiation, le but, c'est toujours d'arriver à coopérer. Le but d'un accord en médiation, c'est pas de faire un compromis, c'est de faire
une coopération, dire sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec ce qu'on a aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui. Donc petit aparté sur le fait de faire des compromis, et je trouve que c'est, vous savez, on parle beaucoup en couple, par exemple, il faut faire des compromis. Mais je suis pas très à l'aise avec ce terme de faire des compromis, tout le temps, en fait, parce que, quand on fait des compromis, à partir du moment où on sait que c'est en gros, on va dire plus-moins, hein, donc il y a un qui gagne, un qui perd ou un qui perd, un qui gagne, il y a des besoins qui vont être un peu, chamboulés là-dedans. Est-ce que tous les besoins vont être respectés? Je ne sais pas. Donc moi, j'aime bien parler plutôt de coopération, sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord, qui va en fait permettre à chacun, à chacune de vivre avec cette solution de façon relaxe. Voilà, sur le long terme. Ce qui peut se passer, c'est que si on arrive à trouver une solution parce qu'on se dit: «Ouais, bon, cette fois-ci, je fais un compromis», puis en fait, on a quand même on l'a quand même un peu en travers de la gorge, on se dit: «Bon, la prochaine fois, c'est toi qui fais un compromis». Bon, en fait, on va dans une espèce de rapport de si je donne ça, tu dois donner autant. Alors que quand on fait une coopération, on est déjà sur quelque chose où on sait qu'on va pas négocier les besoins qu'on a, on va pas négocier ce qu'on a envie d'obtenir. Par contre, ce qu'on va pouvoir négocier, c'est, c'est pas nos besoins, mais c'est plutôt le positionnement, en fait, qu'on va prendre et pourquoi, en fait, on veut ce qu'on veut. Donc, ce qu'on regarde souvent pardon pour le caméra, mais ce qu'on veut souvent, en fait, en médiation, c'est de comprendre, bon, le positionnement des gens et leur intérêt derrière ce positionnement. Donc des fois, il y en a qui demandent des milliers d'euros, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est plutôt la reconnaissance et le respect. Donc au final, au bout de 4 heures, ils se disent: «Bon, je vais peut-être pas demander autant, je demande un peu moins». Parce que c'était pas tant le montant d'argent qui était important, c'était plutôt ce que ça représente derrière qui était le respect, la reconnaissance pour le travail fourni. Donc ce qu'on veut, ce qui est intéressant, c'est de parler de coopération. Est-ce que pour vous, c'est acceptable d'accepter cette solution? Est-ce que pour vous, ce serait acceptable d'accepter cette solution? Et d'essayer comme ça de trouver, en fait, un juste milieu entre les 2, sans qu'il y ait des besoins, sans que les besoins soient lésés. Donc la règle des 90. Ça, c'était une aparté pour un peu expliquer comment ça se passe, en fait, au niveau de l'hyperconflit qui sont, en fait, focus sur leur propre intérêt. Évidemment, quand vous êtes avec quelqu'un d'hyper conflictuel et que vous essayez de connecter avec l'empathie, parce que je sais pas, vous avez peut-être essayé la CNV, ça vous a parlé, ça vous plaît bien, vous avez lu le bouquin, tu «Tiens, je vais essayer». Évidemment, avec une personne hyper conflictuelle, ça ne marchera probablement pas, donc ne soyez pas étonnés parce que les personnes hyper conflictuelles ne peuvent pas faire preuve d'empathie. Donc oui, je sais que connecter, l'humain connecte grâce à l'empathie, je le sais, mais avec les personnalités d'hyperconflit, on ne peut pas faire comme ça. On va connecter autrement, mais pas avec de l'empathie. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Si pour vous l'empathie, c'est quelque chose d'extrêmement important, que ça fait partie de vos valeurs, d'où encore plus l'importance de repérer les signaux, d'appliquer la règle des 90 pour vous protéger des situations ou des personnes qui vont être plus conflictuelles que les autres, d'hyper-conflit. Parce que si pour vous, de toute façon, l'empathie est importante, sachez qu'avec ces personnes-là, vous ne connecterez probablement pas avec de l'empathie. Donc voilà. Voilà ce que je voulais évidemment partager aujourd'hui. Un petit exercice que je vous invite évidemment à faire, c'est de vous demander: «Est-ce que je connais quelqu'un qui semble être hyper conflictuel? Est-ce que les signaux d'hyper conflictuel, est-ce que les caractéristiques d'hyper conflictuel sont des caractéristiques que je peux observer chez quelqu'un que je connais?» Ça, c'est évidemment une question que je vous invite à vous poser. Et puis évidemment, d'utiliser la grille des conflits, de pour comprendre peut-être quel mécanisme, quel comportement est-ce que j'adopte, par rapport à une certaine situation, une dispute, un conflit. Est-ce que j'ai tendance à focaliser à mon propre intérêt? Est-ce que j'ai tendance à
trouver aussi un intérêt pour la relation et est-ce que je fais beaucoup de compromis? Est-ce que, j'évite? Donc voilà, ce sont des questions que je vous invite à vous poser pour, en fait, un peu savoir où est-ce que vous en êtes, comment la situation se passe. Vraiment être dans quelque chose de plus tangible, de voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? À qui est-ce que j'ai affaire? À quoi est-ce que j'ai affaire? Pour ensuite pouvoir trouver des solutions. Ça, c'est le premier travail important. Voilà ce que je voulais partager pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, c'est une vidéo qui vous a parlé, qui a résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Je vous retrouve dans tous les cas très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao!